Aujourd'hui est de vous parler en un temps assez bref de ce que c'est que l'archéoïchtyologie. Donc, comme Peter l'a dit, c'est une discipline qui traite des restes de poissons dans les sites archéologiques, mais aussi de, bien sûr, toute leur interprétation et les relations qu'a entretenues l'homme avec les poissons. Donc, on va faire un tour d'horizon assez rapide et qui sera appuyé sur quelques exemples qui proviennent de mon aire géographique de travail préférentiel. Alors, un peu une spécificité quand même de l'archéoïchtyologie. Bon, on est archéozoologue, donc on travaille avec les animaux, mais on est dans un autre milieu, un milieu qui nous échappe, qui est le milieu aquatique. On a un grand nombre d'espèces, avec des diversités de formes, grande diversité d'habitats, grande diversité d'écologie, de physiologie, voire de comportement. Et donc, notre vision de ce milieu est forcément affectée par le fait que ça se trouve sous la surface des eaux que l'on ne peut pas visualiser aussi bien forcément que le milieu terrestre. Ça entraîne aussi des modes de capture spécifiques par rapport aux captures que l'on peut faire par chasse. On verra que pour la pêche, on a dû développer donc des techniques un peu particulières. Et puis enfin, par rapport aux mammifères que l'on apprivoise, il est vrai que dans le cas des poissons, c'est une entreprise beaucoup plus délicate et qui a été assez peu réalisée et surtout probablement très tardivement. Donc voilà en introduction. Alors ces poissons, comme je disais, ils sont nombreux. Vous le voyez ici. Si on prend l'ensemble des vertébrés, les poissons à eux seuls représentent 50% à peu près de la totalité des vertébrés. Donc on compte actuellement, tout confondu, environ 32 500 espèces, quelque chose comme ça. Donc comprenant les poissons osseux en bas à droite, au milieu les poissons cartilagineux, comprenant les raies, requins et chimères, et en haut un petit groupe de poissons sans mâchoire, donc les agnates, comprenant les lamproies et les myxines essentiellement. Donc diversité d'espèces, mais aussi diversité de formes. Et tout cela, bien sûr, en lien avec l'écologie et le comportement des espèces, mais aussi avec des répercussions sur l'anatomie, et notamment sur ce qui va nous intéresser, le squelette osseux. Donc globalement, un groupe assez difficile à appréhender de par sa diversité. On s'intéressera plus particulièrement ici à tous les poissons osseux, c'est-à-dire ceux qui ont donc un vrai tissu osseux, minéralisé, et globalement, je parlerai assez peu des poissons cartilagineux. Donc vous avez ici donc, une image je veux dire, standard de squelette de perciforme, c'est une perche, un poisson assez commun. Bon, vous voyez qu'il y a un assez grand nombre d'os. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une anatomie complexe, c'est une anatomie différente, elle n'est pas forcément beaucoup plus complexe que la nôtre, mais la nôtre on la connaît, tandis que celle des poissons on ne la connaît pas. Au niveau les membres, par exemple, par rapport à nous, les membres sont très réduits. En revanche, le squelette du crâne, de la tête, est beaucoup plus compliqué dans la mesure où les os ne sont pas fusionnés comme chez nous, mais sont indépendants, donc une grande quantité d'os dans le crâne. Alors, rapidement, quand on doit traiter un matériel osseux
issus de sites archéologiques, on va avoir des objectifs. Ces objectifs risquent d'évoluer en cours d'analyse, puisque des choses peuvent apparaître, se révéler plus intéressantes. Mais globalement, on a des questions au départ qu'on va essayer de résoudre sur la base de ce matériel. Notamment, quelles ont été les espèces pêchées et consommées? Quelles ont pu être les techniques de pêche employées pour les capturer? Et aussi dans quel milieu? A-t-on eu besoin d'embarcations, de s'aventurer sur l'eau pour capturer ces espèces? Quelles étaient les conditions environnementales à l'époque, en fonction des espèces présentes? Est-ce que les sites étaient occupés de façon permanente ou saisonnière? Enfin, des tas de questions qui émergent généralement dans la tête des archéologues et qui vont donc nous fournir le matériel pour étude. Alors si on part à la base, quelles sont un peu les grandes étapes assez vite parcourues pour arriver à avoir le matériel analysé? Donc bien sûr, il est intéressant pour un archéozoologue d'être présent sur la fouille. Parce que ce matériel, il va falloir le récupérer et de la façon la plus exhaustive ou la plus parfaite possible. Donc le fait d'être présent permet de contrôler le tamisage, d'essayer d'imposer une maille assez fine, de manière à pouvoir récupérer aussi les petits éléments, parce que les poissons, il y en a des gros, mais il y en a aussi des petits. Quand on a consommé des anchois, par exemple, qui ont des vertèbres qui vont faire 1 mm, 1 mm et demi, on risque les perdre si on tamise à 5 mm. On n'en verra même pas l'existence. Donc ici, le compromis généralement accepté par la communauté est à peu près 3 mm, qui permet de récupérer une grande majorité d'espèces, tout en sachant qu'on est obligé, pour bien faire les choses, de faire des échantillonnages à maille plus fine pour voir si justement il n'y a pas des petites espèces qui passent au travers. Auquel cas, on pourra revenir sur le tamisage ou faire du sous-échantillonnage pour évaluer la part de petites espèces. Donc à part ça, je dirais qu'il n'y a pas de précautions particulières. Éventuellement des éléments en connexion, ça peut être signalé. Ça aide à l'identification de l'espèce, ça permet d'avoir des informations sur le traitement des espèces. Et ici aussi, on va considérer que ces ossements de poissons proviennent d'un dépôt anthropique, proviennent d'une activité humaine. Je n'évoquerai pas les cas qu'on trouve par exemple au Paléolithique, où on peut se poser la question, qui a déposé ces ossements de poissons dans ce site? Est-ce que c'est un carnivore quelconque, un ours, une loutre, un rapace qui est venu déposer ces os de poissons? Ici, on ne s'y intéressera pas, on considère que ce problème est résolu et que manifestement c'est du dépôt humain. Donc les étapes sur la fouille, prévoir un tamisage systématique. Comme vous voyez, c'est un exercice très difficile, mais qu'il faut absolument préparer au départ. La récolte du matériel à vue, comme ça s'est fait pendant de nombreuses années, où tout ce qui était gros et qu'on voyait, on l'a attrapé, on le mettait de côté. Ça, ce n'est plus valable pour des études fiables aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce matériel? Eh bien, on a deux options. Soit on l'envoie à un spécialiste. Ces spécialistes sont relativement rares. C'est une solution. L'autre, c'est de développer une étude en commençant donc par la constitution d'une collection de références pour les espèces de la zone. Alors, ces collections de références, c'est un gros travail, ça va dépendre des zones sur lesquelles on travaille, en fonction de la diversité forcément des espèces présentes dans le milieu. C'est à envisager sur le long terme, et c'est à déconseiller forcément pour des études ponctuelles. C'est effectivement un très lourd travail. Parce que tous les spécimens doivent être référencés, mesurés, pesés, origine connue, date de prélèvement connue, et ainsi de suite. Et puis derrière, tout le processus de préparation, nettoyage, mise en boîte, stockage, conservation. Enfin bon, c'est tout un problème général aux collections. J'espère qu'il n'y avait rien là-dessus. Oui, non.
Donc une fois qu'on peut procéder à l'identification, en s'appuyant donc sur les collections de référence, soit du spécialiste, soit ses propres collections, on va obtenir une liste de taxons, une liste phonistique d'espèces qui sont donc identifiées dans ce matériel. Et ça, je dirais, c'est la première étape, c'est l'étape fondamentale, puisque c'est là-dessus que tout va se construire, mais c'est aussi la base de l'édifice, et si cette base-là n'est pas solide, ben, l'édifice ne tiendra pas. Donc c'est une étape à la fois primordiale, mais aussi qui doit être d'une grande rigueur. Mais ceci étant, c'est de là que les choses commencent, pour moi. Donc, on obtient une liste de taxons, et on essaiera d'interpréter ça. Idéalement, quand les informations sont disponibles, il est bien de pouvoir croiser avec les autres ressources aquatiques disponibles afin de s'aider dans l'interprétation globale globale des ressources aquatiques, de l'usage des ressources aquatiques. Donc voilà, l'étape la plus intéressante pour un scientifique, quand même, reste après l'interprétation de cette liste, qui va nous donner des informations sur différents chapitres, comme bien sûr le régime alimentaire, quels milieux ont été prospectés et ont-ils évolué, quels ont pu être les changements climatiques en fonction des espèces à affinité plus ou moins tropicale ou à affinité essentiellement liée à la température, quelles ont été les techniques de pêche mises en œuvre, donc, etc. Pour s'aider, on a développé depuis maintenant une bonne vingtaine à trentaine d'années un outil qui était avant déjà appliqué pour des mammifères et autres taxons aux poissons. Cet outil nécessite aussi un investissement assez lourd, puisqu'il repose sur des prises de mesure sur des éléments de la collection de comparaison, donc sur des poissons, des squelettes actuels, et il en faut un certain nombre pour que ces mesures puissent être fiables et représentatives. Vous savez tous l'histoire du plus petit des grands nombres, c'est-à-dire on considère qu'il faut pratiquement une trentaine de spécimens sur lesquels on va prendre des mesures pour établir des modèles qui vont nous servir par la suite à calculer donc, les tailles des espèces archéologiques. Donc voilà les principes. On choisit des points de mesure sur des parties robustes, hein, des parties que l'on suppose vont se conserver dans le matériel archéologique, et on les relie à la taille totale du poisson auquel ils appartiennent. Et ainsi de suite, pour une série de poissons, on modélise la relation, et on obtient donc des courbes de ce type-là, tout en sachant que la croissance chez le poisson est généralement allométrique. Je ne sais pas si ça vous dit grand-chose. C'est-à-dire que les différentes parties du corps ne croissent pas à la même vitesse. C'est-à-dire que, par exemple, la taille de l'œil. Souvent, un poisson, quand il est petit, va avoir un œil assez gros par rapport à son corps, et en grandissant, sa taille relative de l'œil va être plus faible. C'est le cas, par exemple, chez l'homme. Un bébé, il a une tête ronde et grosse pour son corps. Si, en grandissant, on conservait la même taille relative de la tête, on aurait une tête à peu près comme ça. Donc la tête grossit moins vite que l'ensemble du corps. Chez le poisson, c'est un phénomène quasi général. Pratiquement tous les os sont liés à ça. C'est-à-dire que la mandibule, par exemple, va croître moins vite en fonction de l'espèce. Dans certains cas, si c'est une espèce prédatrice, comme un brochet, au contraire, où la mâchoire va s'allonger, la mâchoire va croître plus vite. Enfin bref, pour prendre en compte ces différences de croissance, on utilise donc des modèles allométriques qui sont des fonctions de puissance qui sont de ce type-là. Donc ce n'est pas des croissances linéaires, ça ne donne pas des droites, mais ça donne des courbes exponentielles, de type exponentiel. Ici, vous avez une relation qui relie donc le poids
il y a des choses en espagnol, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup plus tout à l'heure. Donc il y a le poids de l'otolithe comparé à la longueur totale de l'animal. Et vous voyez qu'on a un coefficient de corrélation qui est 0,95, on a une très bonne relation, donc une très bonne fiabilité, ce qui va nous permettre, en mesurant par la suite des otolithes, de reconstituer les tailles des poissons. Et ces reconstitutions de tailles de poissons sont un outil fondamental qui va nous aider dans nos interprétations. Ici, vous voyez par exemple une reconstitution de taille moyenne sur un site d'une espèce de poisson, quelconque. On aperçoit qu'elle est en forme un peu de cloche et qu'on a donc une taille moyenne qui est précisée ici et qui va donc correspondre soit à un milieu donné, soit à une technique de pêche donnée. Sinon, on aurait, comme dans le milieu naturel, beaucoup de petits, et puis après, ça ira en baissant graduellement jusqu'aux individus grands. On n'a pas cette image-là, ce qui veut dire que les petits, eux, ne sont pas pêchés. On cible une espèce d'une taille à peu près donnée, enfin, des individus d'une taille donnée, et il y a des captures accessoires sur les côtés, mais on voit qu'on a ciblé, soit par la maille du filet, soit par la taille de l'hameçon, soit par le site prospecté, on a ciblé une taille d'espèce. Si on couple ces informations avec celles obtenues sur d'autres espèces, on peut voir, comme c'est le cas ici, que dans les deux espèces, entre la rouge et la blanche, le nombre maximal d'individus capturés dans les deux cas, c'est-à-dire le mode, est identique. Alors que l'espèce blanche peut atteindre des tailles beaucoup plus grandes. Ceci va nous laisser penser qu'ils ont probablement été capturés par le même engin de pêche. Puisque c'est des espèces assez proches dans ce cas-là, qui ont des écologies relativement proches, on peut supposer qu'elles sont tombées dans le même piège, les deux. Ces reconstitutions de taille permettent aussi d'empiler, par exemple, des graphiques de ces histogrammes à travers le temps. Donc ici, ce sont des niveaux, des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on voit que globalement, ici, l'image de ces histogrammes est à peu près la même, répétée. Bon, les nombres d'individus ne sont pas les mêmes, il se trouve, puisqu'il y a une augmentation des pêches avec le temps. Mais globalement, on peut considérer qu'il n'y a pas eu peut-être beaucoup d'évolution dans les techniques de pêche, et qu'en tout cas, a priori, il n'y a pas eu de surpêche, c'est-à-dire d'impact de la pêche entraînant une diminution des tailles moyennes des individus. Alors, ça, ce sont des aspects, je dirais, quelque part très terre-à-terre, ce sont les instruments techniques, et quelles sont les informations plus globales que tout ça peut apporter. D'abord sur effectivement la maîtrise technique des habitants du site. Est-ce qu'ils avaient un niveau technique développé ou rudimentaire? Est-ce qu'ils avaient des capacités de navigation? Est-ce qu'on dénote des similitudes à l'échelle locale ou régionale ou culturelle dans les modes de subsistance? Et enfin, encore plus au-delà, participer au grand débat théorique, comment se sont effectuées la propagation humaine sur les continents, est-elle faite par l'intérieur, est-elle faite par la côte? Des éléments plus récents, la pêche industrielle, on sait qu'elle existe aujourd'hui, à travers le registre archéologique, on arrive à mettre en évidence l'émergence de ce phénomène. Ça, je dirais, c'est plus pour les questions de type archéologique, mais on s'intéresse aussi aux questions de type biologique. C'est-à-dire qu'on peut redonner une image de l'écosystème 500 ans en arrière, 1000 ans en arrière, 5000 ans en arrière. Mettre en évidence des différences dans le comportement des poissons. On sait qu'aujourd'hui, les poissons vont avoir des stocks qui vivent de plus profond, puisqu'on sait mettons, il y a 3000 ans en arrière, avec des simples filets, ils étaient capables d'attraper des espèces qui aujourd'hui ne fréquentent plus le littoral, mais sont dans des fonds de 200-300 mètres. Donc ces stocks se sont dirigés vers des
vers des lieux pour se soustraire à la pêche. Le cas des thons. On sait qu'en Méditerranée, il y avait des pièges côtiers pour capturer les thons. Je ne sais pas si les madragues, ça vous dit quelque chose. Ce sont des pièges donc installés sur le bord du littoral. Au jour d'aujourd'hui, ils sont abandonnés. Pourquoi? Parce que plus un seul thon ne s'aventure à proximité de ce littoral. Les thons, il y en a toujours, même s'il y en a, on le sait, chaque fois moins. Ceci étant, les populations côtières de thons, elles, ont disparu. Mais c'est aussi sûrement lié à des changements de comportement. Les tailles maximales, puisqu'on peut reconstituer les tailles, on va se rendre compte que dans bien des cas, les tailles que l'on reconstitue sont supérieures à celles que l'on observe aujourd'hui dans les pêches. Donc ça donne des informations sur les gens qui vont modéliser les modèles d'exploitation, pour tenir en compte le fait que déjà l'espèce est exploitée et que les tailles maximales ne sont plus atteintes. Et enfin, sur la résilience, par exemple, c'est-à-dire la capacité de reconstitution de stock après impact, après destruction ou après avoir été décimé. Enfin, d'autres problématiques sont abordables, qui ont à voir notamment avec le climat, puisque vous disiez, les poissons sont quand même sensibles à la température. Donc, en fonction des espèces qu'on retrouve, on peut avoir des indications sur le climat. On peut s'aider pour cela aussi de modes des vitesses de croissance observées sur les pièces squelettiques et des méthodes plus modernes qui s'appuient sur les isotopes, qui, eux prélevés sur le matériel archéologique, permettent de se faire une idée, pour le moins relative, de la température de l'eau de mer à l'époque de vie de l'animal. L'environnement littoral était-il le même? Est-ce que les espèces qu'on retrouve, par exemple, aujourd'hui, qui sont des espèces sableuses, de fond sableux, alors que dans le site archéologique, on a des espèces aussi de fond rocheux, est-ce qu'il n'y a pas eu un comblement du littoral par des apports terrigènes? Est-ce qu'il n'existait pas une lagune? Est-ce qu'on n'a pas des espèces, on verra ça dans les exemples, donc il peut y avoir des mises en évidence de conditions, de modification du littoral. Reconstitution de certaines étapes de vie des poissons, effectivement. Est-ce qu'il y avait des poissons qui faisaient des mouvements entre les eaux douces et la mer, entre différents milieux maritimes? Et aussi, maintenant, la paléogénétique, qui permet, pour le moins, d'avoir une identification sûre de son matériel, en théorie, puisque, bon, malgré tout, on travaille par anatomie comparative, et on n'est pas forcément jamais vraiment sûr de son identification. La génétique pourrait être une solution si cela marchait, et bon, on verra ça. Et aussi l'identification de lignées souches, c'est-à-dire quelle était la source génétiquement présente de truites, par exemple, il y a 3000 ans dans nos cours d'eau. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu bien des mélanges de fait. Alors la paléogénétique, justement, je citais, je disais, bon, ce serait bien. Il se trouve que c'est très peu développé pour le poisson, mais bon, vous aurez les conférences de Eva-Maria Geigel qui parlera plus abondamment de la paléogénétique. Il y a quelques études qui montrent que dans certains cas, ça a pu marcher. Dans le cas général, on ne sait pas trop où on va. On espère que ça pourra se développer parce qu'effectivement, il y a un potentiel important et beaucoup de résultats qui seraient intéressants. Donc, bon, vous voyez là, par contre, tout à l'heure, je disais sur les prélèvements, pas de choses particulières à mettre en œuvre. Dans le cas de la paléogénétique, si, il faut faire attention. Il faut donc savoir en amont que l'on va vouloir faire des études de paléogénétique parce que c'est un processus quand même assez contraignant. Et donc, vous voyez, il faut prélever les échantillons sur le moment, sans les mains, avec des gants, pour ne pas les contaminer, et les conserver au froid. Donc tout ça, voilà, c'est un petit panorama très, très, très succinct, très, très condensé sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Et donc maintenant,
On va voyager très loin et on va voir quelques exemples qui vont reprendre quelques données exposées pour que vous visualisez. Donc je vais vous présenter des études de sites, hein, les replacer dans leur contexte et voir qu'est-ce qu'on a pu obtenir comme résultat. Le premier est assez global. C'est donc un site qui est tout au nord. On va commencer au nord et on descendra vers le sud, donc en Équateur, pratiquement sur la ligne équatoriale, où là sont intégrées les données sur pratiquement 5000 ans, sur un site côtier qui s'est révélé être un site d'exploitation dès le début de poissons pélagiques, de scombridés, donc comprenant les bonites, les thons et autres tonines. Donc un lieu très désagréable, avec il fait chaud, la plage, la mer, mais il y a du poisson. Donc une baie relativement fermée, ici vous avez la vue vers le nord et là vous avez la vue vers le sud, assez abritée de fait de la présence de cette île, et un site archéologique qui a été fouillé, qui est actuellement sous l'usine que vous voyez ici, ces gros hangars, c'est une usine de farine de poisson qui a été implantée, c'est au moment d'un agrandissement que les fouilles ont eu lieu, et c'est là qu'on a découvert un des sites, probablement le site le plus important de la côte équatorienne, mais qui n'est désormais donc plus accessible. En Équateur, on se trouve dans une zone de transition, une zone un peu complexe, où on est à l'interface entre deux provinces biogéographiques, qui sont la province tropicale de Panama, au nord, et la province péruano-chilienne d'eau froide au sud, avec une espèce de zone tampon, justement, au niveau de l'équateur, où on a des mélanges de faune liés à des mélanges de température. Donc vous voyez, dans un cas à gauche, les milieux tropicaux à faune assez colorée et abondante et diversifiée, et à droite, des zones d'eau froide avec des poissons, je dirais, plus ternes et forcément et moins abondants en certaines façons, ce qui est compensé par des grandes abondances de petits poissons pélagiques, puisque sur le Pérou, il y a une très forte production maritime et donc des développements de biomasse importante de petits pélagiques. Mais bon, là n'est pas le sujet. Au niveau culturel, les premières cultures en Équateur sont la culture Las Vegas, hein, qui remonte à 11 000 BP, mais qui n'était pas représentée à Salango. Qui plus est suivi par une espèce de hiatus où on ne sait pas trop ce qui se passe, jusqu'à arriver à la période Valdivia, qui a été pendant longtemps considérée comme une des premières céramiques d'Amérique du Sud, et qui donc, à partir de 3500 BC, occupe le site de Salango. Il y a même un peu de pré-Valdivia. Donc on a un enchaînement de cultures pour lesquelles on a pu obtenir du matériel d'analyse. Donc vous voyez, dès le début, on a des hameçons circulaires, et on a l'apparition, à partir des niveaux Guangala, d'hameçons en forme de J. Le site en lui-même, donc une fouille importante par sa surface, qui a duré pendant une dizaine d'années, donc une grande surface et aussi une grande profondeur, à peu près 5 mètres de dénivelé pour arriver justement au niveau Valdivia. En illustration, une sépulture typique, hein, un cadavre recroquevillé de Machalilla. Au niveau des instruments de pêche, sont essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, des hameçons circulaires qui, eux, remontent aux premières périodes, à la fois Valdivia et Machalilla, puis ensuite des hameçons en J, d'abord en coquillage, puis postérieurement en métal. Et sur les périodes tardives aussi, Guangala et Manteño, on a grand nombre de poids de filets d'encre
donc en pierre travaillée. Donc on a analysé le matériel poisson disponible pour les différentes périodes, donc avec des nombres de restes un peu disparates, mais malgré tout relativement significatifs. Et une chose était frappante, c'est l'accroissement avec le temps du compartiment le plus à gauche, c'est-à-dire de ces poissons pélagiques, de ces thons, de ces bonites, qui, en proportion relative, gagnaient en importance chaque fois plus. Donc on a voulu aller voir de plus près ce qui se passait dans ce compartiment-là. Et on avait ici donc ces espèces pélagiques présentes, semble-t-il relativement associées à une espèce qui n'avait rien à voir, qui est une espèce de fond, qui est celle qui est le plus en bas à gauche, qui est un tétraodon, donc de ces poissons qui se gonflent. Et après, quelques espèces accompagnatrices, ici les plus communes, parce qu'en totalité, 85 taxons ont été identifiés, que pour les poissons. Alors, en regardant de plus près donc, dans ces poissons pélagiques, est apparue une autre image. Vous vous rappelez de cette croissance avec le temps des scombridés. Et bien ici, il se trouve que les thons, qui sont plus à gauche, allaient en diminuant avec le temps, alors que dans le compartiment de milieu droite, on avait une tonine qui, elle, allait en augmentant. Donc on avait un phénomène baisse des thons, augmentation des tonines qui se produisait. Donc c'était quelque chose d'assez curieux et qu'on a essayé d'expliquer. Donc voici l'espèce en question. C'est une tonine noire. Alors pour essayer de comprendre aussi un peu mieux, on a regardé qu'est-ce qu'on trouvait dans les sites archéologiques voisins. Alors là, sans la baguette, on va essayer avec la... Donc ici, à l'extrémité de cette baie-là, on a un site qui s'appelle Rio Chico. Ici, d'accord, je me suis perdu. Bon, c'est écrit, il y a marqué Salango. Donc Salango, vous remettez avec son île dans une baie qui apparaît ici très ouverte. Et plus au nord, le site de Puerto Lopez, pour lequel on a pu aussi obtenir du matériel. Et vous allez voir, alors, bon, Puerto Lopez se situe aussi dans une autre baie sableuse. En revanche, le site de Rio Chico est dans une zone plus rocheuse et plus de falaises, comme ça se voit mieux sur l'image Google Earth. Donc voilà ce qu'on a obtenu sur le site de Rio Chico, qui est à 1,5 km du site de Salango, donc au sud. Les scombridés, ils sont absents. En revanche, on a une grosse proportion de carangues et puis des poissons de roche, que l'on peut comprendre vu que l'on est effectivement dans une zone relativement rocheuse. Le site de Puerto Lopez, qui lui, par contre, est dans une baie aussi, donc un peu du même type, et bien là c'est pareil, c'est énormément de carangidés, de carangues, quelques clupéidés, donc genre sardines et autres, poissons-chats, poissons de roche et variés, mais du coup des images très différentes, alors qu'on a des sites géographiquement très proches. Donc voilà les questions qui se posaient, c'était pourquoi un spectre de faune aussi différent à Salango, et pourquoi et comment expliquer cette évolution du spectre à travers le temps. Alors là, on s'est appuyé sur les sources, je dirais, ethnographiques, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire dans le village d'un site de pêche qui n'est plus utilisé depuis une bonne cinquantaine d'années, du fait du développement de la pêche industrielle avec des bateaux de ce type que vous voyez là, donc des bateaux mécanisés avec des scènes tournantes qui encerclent le poisson et donc selon les dires des habitants,
on en finit avec l'exploitation de bancs qui passaient à proximité de l'île et où les gens allaient capturer donc ces scombridés. La distance de la côte à cette pointe de l'île est d'à peu près 1 km, guère plus. C'est donc très proche. Et les habitants avaient un guetteur qui était posté là et qui faisait des signes dès qu'ils voyaient arriver des bancs de poissons. Tout ça pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les comportements de poissons, c'est-à-dire que dans ce chenal qu'on voit entre le continent et l'île, qui fait donc entre 500 mètres et 1 km, s'aventuraient des bancs de grands pélagiques, notamment des thons dont les poids reconstitués arrivent jusqu'à une soixantaine de kilos. Suivant des témoignages de pêcheurs, arrivaient même des espadons. Enfin des faux espadons, plutôt des marlins, des voiliers, des choses comme ça, qui arrivaient à se mettre là. Donc les gens pêchaient avec des filets encerclants, avec une barque et à pied, et capturaient toutes ces espèces-là. Donc il était quand même assez logique, sans vouloir faire trop d'actualisme, de penser que, effectivement, les gens du site archéologique de Salongo avaient pratiqué les mêmes techniques, avaient profité de ce même site très particulier, autour duquel s'aventuraient tous ces grands pélagiques. Mais alors pourquoi les autres des sites à côté n'exploitaient pas du tout la même ressource? Et là, on rentre dans des considérations totalement différentes, qui ont sûrement à voir avec des usages de la mer, qui étaient peut-être réservés dans la mesure où le site de Salongo a toujours été considéré comme site cérémoniel très important. Est-ce qu'ils avaient un droit de pêche réservé? Il est clair que les poissons de ce type-là, quand ils ont un site privilégié, passent à ce site privilégié, mais ne fréquentent pas pour autant les alentours. Ils passent, ils repartent. Donc, des questions intéressantes qui ont été amenées, mais pour lesquelles on n'a pas forcément la réponse, dans la mesure où on rentre dans un domaine où c'est plus le culturel, finalement, qui sûrement détient la solution. Toujours est-il qu'on a quand même mis en évidence les passages côtiers de grandes espèces. Il n'y avait pas besoin d'aller les pêcher avec des embarcations à des milles nautiques au large, comme c'est souvent proposé, mais qu'au contraire, à ces époques-là, les poissons pêchaient à proximité. L'explication concernant le rôle, l'espèce de balance entre les thons et les tonines, résiderait peut-être dans le fait que les thons sont des poissons plus océaniques, dont les composantes côtières ont été éliminées sûrement plus rapidement, alors que les tonines, surtout cette espèce-là, un comportement beaucoup plus côtier, qui lui donne, je dirais, moins de liberté pour aller passer ailleurs. Donc voilà, premier exemple, premier questionnement. Et on descend un petit peu, on va passer dans le nord du Pérou, sur un site plus ancien, donc un site qui correspond au tout premier peuplement. Les datations de peuplement Pérou-Équateur tournent autour de 11 000 BP. Enfin, les premières évidences, même s'il s'est probablement fait un peu plus tôt. Et des gens qui vivent dans un contexte très particulier, comme on va le voir. Ça, c'est le Pérou. Voilà, une belle image du Pérou, un désert côtier. Le sable arrive dans la mer sur pratiquement tout le littoral. Quand ce n'est pas des falaises rocheuses, c'est le sable et des dunes qui arrivent sur la mer. Donc des milieux assez particuliers. Et ici, des gens assez originaux à plusieurs titres. D'abord, au niveau de leur équipement lithique. Il y a ce qu'on appelle la pointe de Païran, qui est cette pointe que vous avez à droite, qui est une pointe très, très effilée, dont l'extrémité devient vraiment de la taille de 2 à 3 mm, donc très fine, et pour laquelle on s'est toujours demandé à quoi elle avait bien pu servir, vu sa fragilité inhérente. Et une deuxième chose, d'une étude préalable qui avait été menée, mettait en évidence une consommation majoritaire de lézards. Ce qui est quand même pas banal. Ceux qui étudient des faunes, des groupes humains qui se nourrissent préférentiellement de lézards, je peux vous dire, ça ne court pas la planète. Et donc là, il y avait quand même un mystère.
et aussi accompagné de quelques restes de poissons sur des sites aujourd'hui situés assez loin de la mer. Donc, mélange poisson-lézard. Était-il pêcheur donc, ou était-il chasseur, mais pas de grande faune? Pourquoi avoir eu des instruments lithiques de tel type? Et est-ce que leur milieu de vie était-il effectivement similaire à celui d'aujourd'hui? Alors si on regarde ce coup-ci vers l'intérieur, plus vers la mer mais vers l'intérieur, voilà comment ça se présente, c'est toujours aussi désertique mais s'y ajoute du relief, et apparaissent quelques arbres dus à l'existence quand même de nappes phréatiques qui arrivent à maintenir des acacias. Vous voyez une surface donc pauvre, et sur ces contreforts, les points bleus apparaissant ici, sont des sites de surface, de très faible étendue, généralement, donc tous datés de cette époque-là. Aujourd'hui, à environ une quinzaine de kilomètres, mais à l'époque, au début de l'Holocène, était probablement à 30, 35, 40 kilomètres du bord de mer. Donc, question, que font des poissons perdus dans le désert à cette distance de la mer? Donc, comme je disais, bon, aujourd'hui, hein, c'est très aride. Les campements sont considérés par l'archéologue comme étant des haltes de quelques jours, pas plus, donc des occupations temporaires, ayant très probablement servi d'atelier de taille, ou tout au moins de dégrossissement. Les restes fauniques, comme on l'a mentionné, c'est essentiellement donc lézards et poissons, auxquels sont associés quelques maigres restes d'oiseaux et de petits mammifères terrestres, du renard, des choses comme ça, et pratiquement aucun invertébré, ce qui est quand même un peu aussi étonnant, dans la mesure où si on avait du poisson, on disait qu'ils auraient pu emmener aussi avec que des coquillages, hein. Il n'y a pratiquement aucun coquillage et aucun reste de crustacés. Donc vous voyez les proportions, hein, si on regardait les résultats sur la base des nombres d'individus, on avait donc une domination assez nette des reptiles, et donc on a voulu quand même reprendre une étude préliminaire afin d'examiner ça de près. Donc les lézards, 13 320 restes, deux types principaux consommés, un petit lézard des sables, donc d'une taille de cet ordre-là, de 25, avec la queue 25 à 30 cm, et puis un quasiment iguane qui peut atteindre le mètre, qui est donc beaucoup plus consistant. Toutes deux sont typiques des zones désertiques et de savanes arbustives, et la biomasse évaluée, reconstituée pour ces espèces-là, en total, représentait à peu près 24 kg. Donc en reprenant les poissons, on avait 1618 restes identifiés, donc associés quand même à 11 espèces différentes, donc malgré tout une certaine diversité, même si elle n'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut trouver dans le milieu marin actuel. Donc on s'est attaché à déterminer le plus finement possible les espèces présentes. Et donc là, on s'est rendu compte que dominaient très largement, d'une part, les mulets, et puis une courbine, qui est le Micropogonia saltipinis ici, donc à droite. Et enfin, dans un des sites plus particulièrement, il y avait des poissons-chats en bonne quantité. Avec, pour nous embêter, quand même présence de sardines, même si c'est très faible. Il y avait quelques restes de sardines, une sardine espèce éminemment marine. Alors les trois espèces principales, les voici, donc une courbine de taille moyenne qui
qui a l'habitude, comme la plupart des représentants de sa famille, des cyanidés, vit en eau côtière, dans les estuaires, les lagunes. Le mulet, qui, peut-être comme vous le savez, fréquente aussi de la côte de très près, rentre dans les estuaires, dans les ports, dans les eaux saumâtres. Et puis des poissons-chats, mais ce groupe de poissons-chats, c'est les catorops, qui sont généralement inféodés au milieu d'eau douce ou saumâtre, et ne sont pas marins. Donc, quand même, question, milieu marin, oui, mais on a des espèces qui représentent plutôt d'autres types de milieux. Qui plus est, ces espèces-là sont plutôt des espèces d'affinités tropicales et ne correspondent pas à la faune actuelle du Pérou, comme je le disais tout à l'heure, qui est une faune d'eau froide. Donc, vous voyez en rouge donc l'emplacement du site, où on est dans le nord de la zone de l'écosystème de Humboldt, donc c'est cet écosystème froid du Pérou. Donc, des conditions de température qui ne correspondent pas à celles d'aujourd'hui, si ce n'est, comme je vous le disais, un peu ces quelques restes de sardines. Alors pour nous aider aussi dans la compréhension des choses, on a fait des essais de reconstitution de température et de traits de vie sur une des espèces qui était très présente, qui était ce Micropogonias, cette courbine, qui a de gros otolithes. Donc vous voyez ici les otolithes, on n'en a pas beaucoup parlé encore des otolithes, puisque je ne me suis pas trop étalé sur l'anatomie, mais c'est quand même un élément, quand on parle de poisson, en termes d'otolithes, apparaît très souvent. Ce sont des concrétions carbonatées qui sont dans le crâne des poissons, à l'arrière, qui sont présents chez tous les poissons, mais avec des tailles et des formes très variées, très différentes suivant les espèces. Elles apparaissent avec l'alvin et elles grandissent tout au long de la vie de l'animal et en même temps enregistrent les conditions chimiques dans lesquelles a vécu le poisson. Donc les conditions de température par l'intégration d'oxygène 18, mais aussi tous les éléments traces comme le cadmium, le barium, en fait, beaucoup de choses sont inscrites dans les otolithes et on peut essayer de les faire parler et de lire un peu les conditions dans lesquelles a vécu l'animal. Donc ici, on s'est intéressé de plus près plutôt à la température, donc avec l'oxygène 18. Vous voyez ici un peu le mode préparatoire qui consiste à faire une coupe, à mettre en évidence les stries d'accroissement, comme vous voyez, ces stries qui apparaissent sur la coupe de l'otolithe en blanc, et de suivre ces lignes pour faire des prélèvements et accumuler de micro-poudre que l'on va analyser et qui va nous permettre de doser cet isotope de l'oxygène. Et qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné l'image de poissons qui faisaient peut-être pas des allers-retours, mais qui, à certains moments de leur vie, pénétraient donc dans les eaux douces, puisqu'on a des signaux correspondant à des milieux d'eau douce. Donc, là aussi, ça venait en concordance avec ce que j'avais dit précédemment, c'est que le spectre d'espèces n'était pas caractéristique du milieu marin, mais plutôt du milieu saumâtre, ou du milieu estuarien, ou lagunaire. Donc là aussi, on avait, disons, je dirais, une confirmation, même si c'était sur peu d'exemplaires, puisque ces analyses coûtaient quand même très cher. Et donc, on a commencé à essayer de se faire une meilleure image un peu de comment vivaient ces gens-là. On a essayé aussi de reconstituer la taille des poissons impliqués, et on s'est rendu compte que si les lézards en nombre de restes dominaient l'assemblage, si on considérait les biomasses, c'est-à-dire la quantité de chair disponible pour la nourriture, les poissons reprenaient largement le devant. Si vous vous rappelez du chiffre de lézard, on avait 24 kg, je crois, de biomasse. Là aussi, pour le poisson, on est rendu compte sur l'ensemble du matériel à une estimation de l'ordre de 140 kg. Donc, ces gens-là, finalement, mangeaient plus de poissons que mangeaient de lézards, contrairement à l'idée première. Donc, plutôt tourné vers la pêche, une pêche assez peu sélective, du fait qu'on avait quand même un peu de diversité, des espèces probablement plus pêchées à l'aide de filets, voire si on considère des estuaires, peut-être des pièges,
puisque des espèces comme les mulets, par exemple, sont très difficiles à attraper avec un hameçon. Donc, proposer plutôt des filets, et vu la différence de taille, les différentes espèces, plutôt de type Seine, ça pourrait être aussi des filets maillants. On s'est posé la question de savoir si ces pointes très particulières, qui a priori ne pouvaient pas du tout servir pour la chasse, auraient pu servir pour la pêche, par du harponnage. Ce qui était plutôt dans la tête de l'archéologue. En fait, je pense que même pour la pêche, ces pointes-là seraient assez inefficaces, dans la mesure où elles sont quand même fragiles. Les espèces de courbines qu'on a ont des écailles particulièrement grosses, qui auraient été même difficiles à traverser. Et puis, il y a des poids reconstitués qui arrivent au-delà de 5 kg pour certains spécimens, ce qui serait aussi fatal, je pense, à l'intégrité des pointes. Donc on est un peu revenu sur la vision de ces gens-là, en disant que maintenant on considère qu'ils sont plutôt des pêcheurs, qui partaient dans l'intérieur pour s'approvisionner en matière lithique pour faire leurs pointes et leur outillage, et emmenaient avec eux leur casse-croûte. Et leur casse-croûte, c'était les poissons, parce qu'eux-mêmes, c'était des pêcheurs. Parce qu'ils n'auraient pas été pêcheurs, ils n'auraient pas emmené les poissons avec eux. Et ils l'emmenaient à l'intérieur, sachant qu'ils avaient passé 2-3 jours, donc ils emmenaient 2-3 poissons avec eux, et quand il n'y avait pas assez de poissons, ils attrapaient les 2-3 lézards qui couraient autour, et ils les mangeaient. Voilà, dit de façon très cavalière, comment je vois un peu le mode de survie de ces gens-là. La fonctionnalité de la pointe de Païkhan, je ne suis pas litticien, mais moi, elle me semble très limitée, en tout cas. Même s'il y a peut-être pour la pêche, mais alors de petits poissons, parce qu'effectivement, l'idée était que si on essaie d'harponner des poissons qui vivent dans une lagune avec un fond de sable, et que même si on loupe le poisson, ben la pointe va se planter dans du sable et peut-être pas se casser. Peut-être qu'elles n'ont jamais servi à chasser ni à pêcher, peut-être une toute autre utilité, on ne sait pas. Et surtout, on est handicapé par le fait que l'image qu'on a de ces gens-là ne sont que des campements temporaires. On n'a jamais trouvé des sites d'habitat, et c'est le jour où on trouvera ces sites d'habitat que peut-être on comprendra vraiment qui étaient ces gens-là. Mais ils sont sous l'eau, puisque, semble-t-il, le niveau de la mer est monté de 50 à 60 mètres. Comme je vous disais, au lieu d'être à 15 km comme aujourd'hui, on était à 30 km du littoral. Quant à l'environnement, d'après les espèces qu'on a, eh bien, on avait probablement plus d'eau douce, pour que ces bêtes-là puissent trouver des eaux saumâtres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de rivière dans les environs, aucune. Et des conditions marines probablement plus chaudes aussi. Donc voilà. Il resterait à mener donc des interventions, des analyses sur d'autres sites, des environs à peu près contemporains, pour voir comment, s'il avait existé une lagune, ça serait que local, donc sur des sites voisins, on ne devrait pas retrouver un tel spectre de faune. Et donc tout ça, c'est à voir. Donc, on continue notre voyage vers le sud, et on reste dans l'archaïque, des périodes presque similaires. Là, on va être sur des périodes entre 9000 et 6000 BP. Par contre, on est toujours dans le désert. Et là, pour vous sentir encore plus dans l'atmosphère, on va continuer en espagnol. Parce que je n'ai pas eu le temps de revenir sur les traductions. Sur les traductions, j'ai eu un problème dernier moment qui m'a empêché de reprendre cette traduction des textes. Mais vous allez voir, c'est très facile à suivre, et puis vous allez m'écouter, comme ça va aller. Donc, un site situé en bordure du littoral, enfin en bordure, il n'est quand même pas sur la plage, il est à peu près à 1,5 km et 250 mètres d'altitude par rapport à la mer, mais dans une espèce de canyon dont on voit ici le fond plus sombre, puisqu'il arrive à entretenir une très faible végétation,
il y a un petit filet d'eau qui coule de façon quasi permanente, et donc il y a un peu d'herbe. Et le site est situé donc sur le bord de ce petit canyon, donc à proximité d'une source d'eau. Donc ça c'est un campement, un milieu mélangé entre des fonds rocheux et des fonds sableux, une mer passablement agitée, passablement fraîche. On est à l'extrême sud du Pérou, on a des eaux qui sont entre 13-14 degrés et 19 degrés en été. Vous voyez, donc très peu de végétation, si ce n'est des cactus. Et comme vie, par contre, une densité de vie fabuleuse. C'est un des écosystèmes marins les plus riches de la planète, avec un upwelling très important, donc des remontées de nutriments qui entretiennent du plancton, qui entretiennent des poissons, qui entretiennent des oiseaux, qui entretiennent des mammifères marins, et j'en passe. Donc il y a une biomasse colossale. Vous le voyez ci-dessous par des bandes d'oiseaux qui longent les plages, qui habitent ces plages en permanence, et ça, ce n'est que la pâle image de ce qu'il y avait il y a encore même quelques dizaines d'années. Et, comme je le disais, donc, un peu de végétation, mais une faune terrestre, elle, par contre, relativement pauvre, au milieu désertique, donc il y a vraiment très très peu d'animaux qui vivent là. Donc, comme je le disais, un milieu marin très particulier, avec des espèces donc typiques, endémiques de cet écosystème d'upwelling, avec en haut des anchois. Le Pérou est le premier producteur au monde d'anchois, c'est pas rien. De la sardine, du maquereau, de la bonite, pas de nom en français, un genre de grosse sardine si vous voulez, ou d'alose, du chinchard, puis des émulidés, des grogneurs, des cyanidés, donc des courbines, poissons-chats, poissons-plats et les petits requins côtiers. Et un poisson quand même qui est assez original, c'est celui-ci, qui est un gobier zoocidé pour les amateurs, qui est un poisson qui a une ventouse sous-dessous du corps et qui vit et plaqué contre les rochers. On en trouve partout chez nous en Méditerranée, mais c'est des poissons qui sont grands comme ça. Or, là-bas, c'est un poisson qui atteint cette taille-là, qui atteint pratiquement le kilo et qui est donc consommé, alors que pratiquement partout ailleurs sur la planète, à part l'Afrique du Sud, ces espèces-là, ce groupe-là n'est pas consommé parce qu'il est trop petit. Mais donc là, une petite particularité, et ce poisson est retrouvé dans les sites archéologiques. Bon, comme je disais, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'otaries, beaucoup de vie. Et le milieu terrestre, quelques guanacos, quelques cerfs qui viennent épisodiquement, principalement quand les lomas, c'est-à-dire les collines de la région reverdissent, ils descendent de la puna, c'est-à-dire enfin des Andes, pour aller sur la côte. Alors là, une des problématiques de base qui nous intéressait aussi, c'était de voir si le phénomène Niño avait un impact tant au sud, puisqu'on voit ici que le site étant ici, au sud du Pérou, on est encore dans la zone d'influence, dans les événements donc Niño. Ces événements Niño correspondent donc à une migration des eaux chaudes du Pacifique ouest vers le Pacifique est. Donc une perturbation totale du milieu, puisque vous disiez, on est dans des eaux froides, et là débarquent des eaux tropicales à 25 degrés et plus, et donc entraîne des perturbations énormes sur le milieu marin. Une des questions était de voir si on pouvait retrouver ça dans le contexte archéologique. Alors ce site, vous le voyez, il est donc sur un flanc, le Talweg étant vers nous, dans le bas, et il a été fouillé donc en mer par décapage
sur une surface totale d'environ 75 mètres carrés. Plusieurs niveaux ont été mis en évidence. Et vous voyez que les datations vont d'à peu près 9005 jusqu'à un peu moins de 7000. Donc quand même, parmi les sites les plus anciens aussi du littoral péruvien. Donc voilà, une méthode classique je dirais à la française, mais peut-être aussi à la belge. Donc en air par décapage. Donc tout a été récolté. Vous voyez l'atelier de tamisage. Tout a été tamisé de façon systématique. Rien n'est passé au travers. Et en plus, donc, des échantillons ont été pris pour voir si du matériel ne passait pas à la maille 3 mm. Donc, vous voyez le résultat de la faune tel qu'il apparaissait. Là, vous voyez que c'est quand même assez fragmenté, en assez mauvais état. On n'a pas, du fait qu'on est sur les flancs de montagne, il y a quand même une humidité résiduelle, une nappe phréatique qui n'est pas très loin. On n'a pas des conservations qu'on a plus au nord, dans des sites comme Pachacamac par hasard, des choses comme ça. C'est sûr. Un site très riche en coquilles. On ne peut pas vraiment parler d'amas coquillé parce qu'il y a quand même beaucoup de sédiments, mais comme vous voyez, quand même des concentrations de coquilles fortes qui ont malgré tout permis de tamponner le milieu et de faire qu'on a eu une conservation des otolithes, je dirais probablement exceptionnelle. La présence d'otolithes n'est pas une généralité, c'est pas systématique. La plupart, je dirais même des sites archéologiques, ne fournissent pas d'otolithes, mais certains sites en fournissent. Et au Pérou, c'est le cas, pour deux raisons, parce qu'il y a des bonnes conditions de conservation, et on a des espèces à gros otolithes aussi, puisqu'ils sont plus gros, sont plus faciles à voir, plus faciles à trouver, et donc on peut les étudier. Donc avec présence de foyers. Alors, si on regarde... Là, on avait les données un peu pour tout, puisqu'on a absolument fait une étude exhaustive à la fois de la faune et des restes végétaux. Donc des espèces un gastéropode, un univalve, mais genre ormo si vous voulez, qu'on appelle là-bas un loco, un bivalve vivant lui sur un fond sableux, des grandes moules et des plus petites moules. Bon, grande moule, c'est 17 cm les plus grands, c'est des grandes espèces. Par contre, leur milieu de vie a été mal cerné, elles ont pratiquement disparu aujourd'hui. On ne sait pas trop sur quel type d'habitat on les trouvait. Je soupçonne qu'il y avait un lien avec les apports en eau douce, mais bon, c'est difficile à montrer. Beaucoup d'oursins. C'est une zone riche en oursins, des oursins assez gros et comestibles. Les chitons, c'est moins original, ce sont des mollusques qu'on appelle polyplacophores, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de 8 plaques et ils peuvent s'articuler, donc ils peuvent se recourber sur eux-mêmes et ils vivent adhérés aux rochers. C'est aussi un des sites où ils ont été, et ils sont toujours au Pérou, largement consommés. C'est pas si courant que ça sur la planète. Sur les images du dessous, vous voyez donc des dépôts de petites pinces de crabes. Et ce sont des crabes de ce type-là, essentiellement. C'est-à-dire des petits crabes anomours, c'est des crabes assez aplatis et qui vivent sous les rochers, qui ne sont pas très grands, qui ont une taille à peu près maximale de cet ordre-là. Donc tout aplati, comme vous voyez à l'image, et qui sont donc en zone intermaréale sous les rochers. Donc petits, mais abondants. Voilà. Quant à la pêche, vous voyez tout de suite en jaune la famille des Scienidés, donc ces courbines, dominent largement le spectre, et ce dans pratiquement tous les niveaux. À côté de ça, on a voilà, du chinchard, une alose, une abonite, un peu de sardine, de l'anchois. Et quelques très grandes courbines, comme on a une illustration ici, ça c'est une courbine dont le poids estimé était de l'ordre de 13 kg ou quelque chose comme ça. Donc
quand même une espèce qui domine largement le spectre. Donc les reconstitutions de taille ont donné donc, les images suivantes, avec des tailles ciblées qui étaient de l'ordre de 27 à 30 cm, et qui, là aussi, globalement, se répercutaient sur les deux espèces. Donc des exemples indiquant que très probablement on avait une pêche indiscriminée de ces deux espèces, l'une étant bien sûr beaucoup plus abondante dans le milieu, c'est le cas de celle de gauche, que l'autre. Pour ce qui est du reste des vertébrés, malheureusement, la conservation, l'analyse n'aura pas été aussi fine, donc on a des mammifères indéterminés en grande partie, mais je dirais que le gros des grands mammifères est effectivement constitué de guanacos, c'est-à-dire de lamas, si vous voulez, et de cerfs. Une proportion d'oiseaux marins importante, et aussi d'amphibiens reptiles, bizarrement. Mais pas si bizarre si on considère qu'effectivement on a un filet d'eau, et aujourd'hui encore on arrive à trouver des crapauds qui s'abritent dans ce qui reste d'écoulement. Donc il était présent sur le site, quelques lézards, mais peu, et des otaries, mais pas autant qu'on aurait pu s'y attendre, puisque vous voyez les mammifères marins finalement occupent une place très, très mince, alors qu'ils sont très présents sur le littoral. Ils ont, semble-t-il, été dédaignés. Pour ce qui est de l'équipement technique, bien sûr, on a des nombreuses pointes lithiques qui ont manifestement donc dû servir à la chasse de ces grands mammifères, avec une diversification de l'outillage assez faible et assez rustre, mais des instruments de pêche quand même assez élaborés, en revanche. Notamment là, avec une présence assez forte d'hameçons composés, c'est-à-dire des hameçons dont on a un fût sur lequel on attache, dans la partie inférieure, une pointe en biais, et qui donc donne un peu les images des reconstitutions que vous avez. Donc on a trouvé à la fois ces fûts qui étaient faits en os essentiellement, quelquefois en coquille, alors que les pointes, elles, étaient systématiquement faites en coquille. On suppose que ces engins de pêche fonctionnent sans appât. C'est plus par le fait de les tirer dans l'eau, mais aussi considérant qu'à l'origine ils sont faits en os, l'os étant blanc, joue un rôle attractif sur les prédateurs, notamment dans des eaux comme celle du Pérou où il y a pas mal de brassage, et Peter ne me contredira pas, elles sont rarement très claires, ces eaux-là, elles sont même légèrement troubles, et donc un objet blanc se déplaçant là-dedans pourrait tout à fait jouer le rôle d'un attracteur pour des poissons. Sachant que ces pièces sont assez grandes, elles font de 7-8 cm, donc elles ne sont pas destinées à des petits poissons, mais plutôt des plus gros poissons, notamment les bonites qu'on a pu voir, et des choses comme ça. Donc voici donc ces barbes-là, ou pointes, qui étaient associées donc, et attachées au fût de l'hameçon. Alors, comme je vous disais, on s'intéressait quand même assez au climat. Donc, des reconstitutions ont été menées sur la base de coupes qu'on a pu mettre au jour le long du Talweg. Et on a donc effectivement une succession encore plus ample que l'occupation humaine, puisqu'on a des
des dépôts organiques datés depuis 11 600 BP. Il est très probable que, là aussi, qu'il y ait eu plus d'eau et que le Talweg, qui aujourd'hui n'a plus qu'un filet d'eau permanent, était occupé par de l'eau courante en plus grande quantité, mais aussi de nappes d'eau qui ont constitué, qui ont formé des vases, puisqu'on a retrouvé des vases. Donc il y avait vraiment, comme sur la reconstitution ici, probablement des quantités d'eau non négligeables. Là aussi, on a fait des reconstitutions sur la base des isotopes de l'oxygène, mais cette fois essentiellement sur les coquilles. Et je pense que si vous suivez le séminaire de Mathieu Carré, vous en saurez beaucoup plus, puisque c'est lui qui menait ces études-là. Et il a donc montré qu'entre l'époque d'occupation du site et l'époque actuelle, on avait probablement un décalage d'environ 3 degrés en température moyenne. Ça reste un 3 degrés approximatif, c'est un ordre d'idée. La précision est peut-être pas parfaite. Donc, globalement, on sait qu'on avait quand même des eaux plus fraîches, et ça, ça se marie bien, je dirais, avec la faune que l'on retrouve. Parallèlement, ce qui a été observé au niveau des coquilles, c'est une diminution de l'une qui se croisait avec l'augmentation de l'autre. Et nous avions ici, dans ce cas-là, le gastéropode, donc cette espèce de dormeau qui vit sur les rochers, dont la fréquence allait en augmentant avec le temps, parce que là c'est à l'inverse, les niveaux profonds sont à droite, hein. Donc il y avait une augmentation avec le temps, alors qu'en revanche il y avait une diminution en jaune des espèces qui vivaient enfouies dans le sable sur les plages. Donc on a pensé un premier temps qu'il pouvait y avoir un lien avec les températures, avec les modifications, et en fait c'était pas tellement jouable dans la mesure où les deux espèces sont vraiment des espèces habituées de l'écosystème de Humboldt, et que 2 à 3 degrés de baisse ou de plus ne modifiaient pas vraiment la donne pour elles. Ça aurait peut-être été lié à des modifications aussi de l'environnement, dans la mesure où avec certaines modifications de niveau marin, l'ensablement aurait diminué à proximité, les quelques plages de sable résiduelles auraient pu diminuer, et donc la présence de ces coquilles qu'on trouve sur les plages de sable, forcément, aurait diminué aussi. Vu la variété des espèces rencontrées, puisqu'on a 32 taxons de poissons identifiés, ce qui pour les eaux fraîches du Pérou et de la diversité représente quasiment l'ensemble des espèces normalement retrouvées aujourd'hui. Vu que les différentes zones écologiques, comme les fonds sableux, les zones pélagiques côtières et les fonds rocheux ou algueux étaient aussi prospectés, enfin essentiellement quand même les fonds sableux, cela dénote quand même une certaine diversité et un certain savoir-faire de ces pêcheurs qui ont utilisé donc multiples ressources, et ceci allait déjà aussi un peu à l'encontre d'une hypothèse qui était que ces gens-là venaient occuper la côte de façon saisonnière. Quand on vient de façon saisonnière, on est moins spécialisé forcément que quelqu'un qui vit en continu dans un milieu, et on est généralement moins habile. Donc là, on a tendance à avoir une image plutôt de pêcheurs vraiment habiles et spécialisés. Donc cet aspect saisonnalité a été repris sur les coquilles, donc toujours par Mathieu Carré.
et qui s'est appuyé cette fois plus sur la sclérochronologie que sur les isotopes pour essayer de comprendre le marquage saisonnier sur les coquilles. Et il s'est rendu compte qu'en fait, le facteur qui jouait, qui est entré dans la cyclicité, était le cycle des marées. Et qui avait notamment une périodicité d'un demi-cycle lunaire qui était enregistré, c'est-à-dire des périodes de 14 jours. Tout ça pour essayer de comprendre le moment de mort donc, des animaux et de savoir à quelle époque de l'année ils avaient donc été collectés. Et on s'est aperçu qu'il y avait des collectes un peu toute l'année, mais enfin quand même avec des pics en septembre-octobre, en janvier, janvier étant l'été austral, et très peu donc au mois de juin et juillet, qui correspondent donc à l'arrivée des périodes plus fraîches, notamment des ciels couverts et nuageux et bruineux. Donc, pendant cette période-là, est-ce qu'il se dédiait à la pêche, à la chasse, pardon? C'est possible parce qu'on a quand même retrouvé des éléments donc, de grande faune. Ceci étant, moi, j'étais pas tellement en faveur. Je proposais plutôt une pêche tout au long de l'année. Et notamment, un des arguments que j'utilisais était le fait de ces histogrammes que vous avez vus, qui sont en forme de cloche. Et quand on les a un peu en forme de cloche, ça dénote souvent que l'exploitation est continue. Quand on fait une exploitation saisonnière, on a plutôt tendance à tomber sur des pics, puisqu'on s'adresse à des cohortes de poissons que l'on retrouve chaque année à la même saison. Et du coup, on arrive à lire des fois les cohortes. C'est pas des arguments forcément très solides, mais ça venait un peu en appoint de ce qu'on pouvait penser quand même par ailleurs. Pour ce qui est de l'approvisionnement en matériel lithique, ils ne venaient pas de particulièrement loin, hein, ils avaient ça à proximité, donc il n'y avait pas besoin là non plus de déplacements importants. Ils avaient, on peut dire, un peu tout sous la main. Comme on le voit donc ici, vous voyez l'emplacement de la quebrada, des zones de collines qu'on appelle donc ces lomas qui reverdissent à cette saison des bruines et qui attirent donc la faune, où on peut aller donc chasser tout au moins une partie de l'année, mais nous aussi on a vu à l'occasion quand même des guanacos, des lamas se promener sur la côte hors saison des lomas. Il y a quand même toujours qui peuvent être accessibles, et ça si c'est vrai aujourd'hui, ça a dû quand même être encore plus vrai autrefois. Des canteras de silex, c'est-à-dire des carrières de silex, donc à proximité aussi, et puis bien sûr le littoral maritime à la fois varié par aujourd'hui probablement plus rocheux que sableux, mais à certaines époques partiellement sableux, approvisionnant donc en coquillages et en poissons sans problème, puisque cet écosystème est très riche. Et on revient à ce graphique que je vous ai montré tout à l'heure, qui est pour moi une illustration justement de cette richesse du milieu, où quand on observe à travers le temps ces histogrammes de répartition, on voit qu'ils s'emboîtent très bien. On voit que l'image d'un milieu très riche et que ce n'est pas un petit groupe de pêcheurs de 10, 15, 20, 30 personnes qui va le mettre à mal. Donc la ressource est là, est abondante, elle est presque inépuisable si l'on considère la taille des groupes vivants là. Et voilà.